Mesdames, Messieurs, il est 20 heures. Nous allons pouvoir démarrer cette séance du Conseil municipal consacrée principalement au débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Je procède tout d'abord à l'appel, sachant qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui devraient nous rejoindre, je pense. Olivier Lebrun présent, Vincent Guillon, Présent. Laure Cotin va arriver, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Jean-Michel Sakidis, Christine Caron, on approche, Jean-Philippe Ollier, Jean Bernicot, Gwenole Teston, Philippe Gevrey, Patrick Mauvert, Pauline Biodel, Isabelle Coquelry-Pouvard, Philippe Gevrey, Valérie Le Destumer, Paula Pilikiewicz, Valérie Médon, Bertrand Schneider, Aïlis Kata, Camille Fouque-Pouvard et Jean-Michel Sakilis, Arnaud Brosset, Antoine Brely-Mury, Livier Venin, Jean Gilbert, Claire G, Daniel Der-Pouvard, Jean Bernicot, Alexandre Meheux, Aurélien Meheux, Pouvard, Alexandre Meheux, Brigitte Bidot, Jackie Loteteka, Elke Superkrub, Benoît Florence. Ah, il y a Pouvoir? Donc, Pouvoir, il faudra me le donner, hein, s'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est mieux de le. Ok. Et Claire Kennel, donc, présente. Je vois l'arrivée en groupé, donc il y a un train qui est dû arriver. Je remarque Gonela, Christine, Caron, Bertrand Schneider et Alice Kata. Le pouvoir, c'est. Le pouvoir, c'est à Mme Kennel, de Benoît Florence. On n'a pas le papier. Ok. Le papier a été donné à Cécile de Facio. Je vous fais passer la feuille de présence. Nous commençons par désigner un secrétaire de séance. Qui souhaite être secrétaire de séance? Je veux bien. Monsieur Guillon, très bien. Petit dernier coup de collier. Eh bien. Très bien, merci beaucoup. Nous procédons à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11 décembre 2025. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, nous passons à son approbation. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il en est ainsi décidé. Approbation à l'unanimité. Je vous remercie. Ce soir, nous avons donc un match de rugby. Pardon. Euh, nous avons une séance avec trois sujets, dont deux délibérations. Et la première, c'est le débat d'orientation budgétaire, qui n'est pas une délibération, qui est simplement le débat lui-même pour le budget 2026. Je ferai un tout petit préambule sur le fait que nous sommes bien dans un débat d'orientation budgétaire. Je le précise, ce n'est pas le budget, même s'il y a un certain nombre de chiffres. Le budget sera voté le 12 mars prochain. Donc les orientations sont bien des orientations. Donc ce sont des grandes lignes, des grandes masses. Donc il n'y a pas un détail fabuleux qui sera donné. Je crois qu'en commission, il y a des sujets qui ont été abordés avec des détails qui ont pu être donnés en fonction des questions qui ont été posées. Donc pour ce débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026, je vais passer la parole à Jean-Michel Sakis, maire adjoint en charge des finances. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, comme tous les ans, donc le débat d'orientation budgétaire figure imposée revient sur la base des textes qui vous sont rappelés à chaque fois, avec cette année, comme tous les ans, quelques singularités. Celle d'abord qu'on va voir tout au long de cette présentation, que je vais faire rapide, j'ai bien compris, qui est qu'un certain nombre d'informations qui vous sont présentées ont changé depuis lors, puisque dans un contexte d'instabilité, de volatilité, d'amateurisme et du reste, eh bien, tout ce que vous aviez reçu il y a quelque temps n'est pas complètement valide encore à ce jour. Donc, tout au long de cette présentation, je vais en premier moduler ou mettre à jour ce qui est présenté. D'abord, ce que vous voyez là, donc qui recoupe à la fois la première partie de cette planche et la dernière minute qui est en bas,
qui concerne en fait l'activation du fameux article 49.3 concernant le budget, le vote du budget qui, depuis lors, a été approuvé très récemment. Je crois que c'était le 27 janvier, je parle de mémoire, si je me souviens bien, enfin il y a quelques jours, quoi. C'était mardi, voilà. Donc, donc voilà le contexte, j'allais dire, solidifié de cette présentation qui va suivre. Alors, comme je l'indiquais, il y a un certain nombre d'informations qui sont déjà périmées dans cette présentation. Je ne vais pas m'attarder sur, contrairement aux années précédentes, je ne vais pas m'attarder sur les éléments étatiques, puisque on a bien compris maintenant que tout ça n'était que de l'ordre de l'incantation. Et donc, ça ne vaut pas la peine, je pense, de passer plus de temps que nécessaire à commenter des chiffres qui reviennent finalement à arroser du sable où il ne pousse pas grand-chose. Donc il y a des engagements verbaux, des engagements, je dirais, de témoignage, voilà, sur lesquels on peut passer. Je vous lirai ça quand vous aurez quelques insomnies. Vous verrez, ça marche très bien. Ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Donc voilà, donc on va avoir soi-disant une croissance, on va pas avoir d'inflation, on va réduire les déficits. Enfin bref, donc ça vaut pas la peine quoi. Donc si vous voulez bien passer à la diapo suivante, voilà, on s'approche un peu plus de ce qui est de l'ordre du concret et qui intéresse les gens, c'est-à-dire les hypothèses sous-jacentes qui nous ont été imposées, puisque je rappelle que dans une large mesure, on est tributaire de décisions qui sont exogènes et qui s'imposent à nous comme à toutes les villes, et souvent de façon autoritaire et abrupte. Alors là aussi, petit amendement, j'allais dire, le premier point, le fameux d'illico, qui donc n'est pas une maladie grave, mais simplement une ponction faite aux collectivités territoriales initialement au prétexte de boucher les trous budgétaires creusés par d'autres, parce que je rappelle que la dette de l'État pèse plus de 95% de l'endettement, eh bien, sous l'action salutaire des sénateurs, il semble que ce fameux DILICO qui pesait dans nos dépenses comme une dépense contrainte à hauteur de 549 000 euros, a disparu, du moins à la charge des collectivités territoriales slash communes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le retrouver ailleurs. Donc on peut avoir aussi en cours d'année des mauvaises surprises, comptant par exemple, on y viendra tout à l'heure, sur des aides, des subventions qui pourraient disparaître parce que ben, le fardeau aura été transmis dans le sac à dos d'une autre collectivité sur laquelle nous comptions par ailleurs. Donc ne tenez pas compte du premier point. Pour le reste, eh bien, malheureusement, beaucoup des hypothèses qui vous sont présentées sont des soustractions, hein. Donc, je ne vais pas je les égrener une par une, puisque, encore une fois, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, hein. Ça s'impose à nous, mais on retrouvera ces chiffres plus en détail et peut-être amendés d'ici là, au moment du vote du budget. Mais voilà donc les premiers éléments. S'ajoutent s'ajoutent aussi des éléments d'investissement qui viennent impacter ces hypothèses, à savoir notamment un objectif à partir de 2026 probablement et au-delà de désendettement après une période assez longue d'investissement assez lourd. Voilà, donc ensuite, on arrive, voilà, très bien. Donc on retrouve dans la partie inférieure là, de cette diapo ce dont je parlais concernant le DILICO, là où c'est écrit le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales, etc., euh, qui n'est pas impacté dans le tableau suivant, si vous voulez bien, voilà, puisque on y retrouve. Ah bah si, vous l'avez changé, alors formidable. Donc le tableau était celui qui vous est présenté a été mis à jour, mais ne reflète pas le document que vous avez reçu anciennement, puisque donc on n'avait pas encore cette information. Donc voilà, bah donc j'avais pris en compte cet élément sur ma page imprimée. On a un allègement de la prétendue contribution au prétendu redressement des comptes publics qui passe de 1,6 million pesant sur notre budget à 1,040 million. C'est toujours bon à prendre. Modulo ce dont je parlais précédemment, à savoir à être vigilant, à voir au cours d'année si on ne va pas retrouver ce fardeau ailleurs par une moins-value en matière d'aide sous une forme ou une autre. Donc voilà le contexte.
S'ajoute à cela, si vous voulez bien poursuivre, les orientations spécifiques à la ville, qui celles-ci sont sérieuses, puisque nous en maîtrisons le plat et le contour, comme on dit, où l'on retrouve un certain nombre de points qu'on a déjà vus les années précédentes. Je fais référence aux points 1 à 6, auxquels s'ajoute, à l'issue d'une période d'investissement assez forte, le point numéro 7, qui plaide dans le sens d'une orientation allant vers un désendettement progressif, après ce qui est caractérisé par une phase ambitieuse d'investissement. Mais ça, je pense que tout le monde l'a vu. On a beaucoup d'équipements prêts, je pense, pour les 30 prochaines années. Donc voilà, donc ça donne un peu d'oxygène pour envisager un désendettement et préparer les coups d'après, quoi. Donc ces orientations sont celles qui sont proposées au débat, voilà, et qui permettent au final, tenant compte des éléments précédents rappelés sur le Dilico en particulier, une modification de cette planche qui a été dans les documents qui vous ont été fournis, qui montre dans la ligne verte un autofinancement que vous avez vu à hauteur de 1,5 million dans les documents que vous avez reçus et qui monte à 2,3 millions dans ce qui vous est présenté, réintégrant la fraction de 549 000 euros de Dilico qu'a priori on ne devrait pas payer, et donc améliorant notre autofinancement. Alors ce autofinancement de 2,3 millions est intéressant parce qu'il n'est pas ridiculement bas par rapport à des années antérieures, un peu lointaines, où quand on y regarde, on n'était pas très loin finalement un petit peu au-dessus quand même, hein, mais pas très loin de ce 2,3. Donc ce qui est quand même plutôt un bon signe, hein. Je voudrais pas dépeindre un tableau tout en noir. C'est plutôt bon signe. Donc si d'aventure on maintenait, enfin des conditions étaient maintenues nous permettant d'accéder réellement à un autofinancement de 2,3 à pouvoir au-delà, eh bien ces équilibres qui vous sont présentés pourraient être maintenus. Sur ce plan-là, j'ajouterais quand même une chose. Ça a été évoqué à différents moments. En cours d'année 2025, par rapport au budget de 2025, en cours d'année, nous avons eu une mauvaise surprise qui a été une perte de recettes de taxes foncières à hauteur à peu près de 900 000 euros, afférente à ce que nous réglait la RATP pour les stations souterraines du tramway. Donc ça, c'est une recette qui disparaît, et qui ne disparaît pas que provisoirement, mais définitivement, jusqu'à ce que peut-être un retournement judiciaire hypothétique, mais improbable, se produise. Donc ça installe quand même les éléments d'une, entre guillemets, nouvelle normalité qui, euh, qui va être la nouvelle base de départ de ce budget, et qui est le premier finalement à prendre en compte cet élément structurant qui s'impose à nous, et impact que nous retrouverons à un autre moment lors du compte administratif 2025 qui prend en compte cela. Donc voilà le contexte, si vous voulez bien poursuivre. Donc, dans l'esprit de pouvoir poser quand même quelques éléments structurants en matière de dépenses, et en lien avec les priorités qui ont été énoncées, il y a là un avant-projet ou un projet avancé, va-t-on dire, mais comme l'a dit Monsieur le maire, sans être véritablement un budget, de la situation des dépenses courantes qui vous est présentée, comparant 2 années successives, 2025 et 2026, avec une mesure des écarts comme on le fait d'habitude. Alors vous noterez qu'il y a quelques pourcentages de différence dans la troisième colonne en partant de la droite, qui sont assez importants, qui méritent, je pense, quelques mots d'explication rapides, en particulier concernant la contribution piscine au PALIA, où l'on voit un moins 27%, qui pourrait intriguer. En réalité, il n'y a pas de danger particulier ou d'alerte. Il s'agit simplement d'un rattrapage de TVA sur plusieurs années, sur 3 ans en réalité, suite à des décisions, j'allais dire,
techno-financières qui nous échappent, qui ont requalifié un certain nombre de choses sans aucune raison justifiable, mais bon. Donc voilà, donc ça nous impacte par un rattrapage qui pèse sur le compte administratif, notamment 2025, qui est un compte avancé, alors encore plus avancé que le budget 2026, puisque donc il sera présenté que plus tard. Et donc c'est l'explication sous-jacente de ce moins 27%. Identiquement, concernant le chiffre de moins 18% qu'on voit dans le contrat entretien espace vert, alors qui touche en valeur absolue des montants beaucoup plus faibles que le précédent. Euh, L'explication tient à ce que en cours d'année 2026, il y a un ou deux marchés importants qui sont attachés à ce poste de dépense qui vont être renouvelés. Et donc, budgétairement, n'ayant pas l'idée encore aujourd'hui, peut-être que les choses s'affineront d'ici le vote du budget, du montant exact à partir de la date de renouvellement de ces marchés, eh bien, nous avons, au niveau de ce débat budgétaire, pris en compte un montant pro rata de cet événement à venir. Donc voilà, donc tout ça forme un équilibre minimal, je dirais, permettant un débat d'orientation budgétaire, mais comme je l'ai dit, sur la base quand même d'éléments exogènes que l'on maîtrise pas très bien. Malgré tout, si vous voulez bien poursuivre, nous nous plions à la figure imposée de présenter un plan pluriannuel d'investissement, qui est toujours très délicat, hein, puisque comme vous l'avez compris, et c'est pas nouveau, on nous demande un engagement durable bâti sur des hypothèses molles, ce qui est quand même de l'ordre de la magie, mais on se plie à l'exercice, puisque paraît-il que c'est important, sans que personne soit véritablement capable de nous dire pourquoi. Malgré tout, donc vous voyez un certain nombre de chiffres, on reconnaît ce dont je parlais brièvement, à savoir une année 2026 avec un niveau de dépenses d'investissement qui est en bas à hauteur de 13 508 pardon, dans cette version corrigée, qui reste quand même assez important, mais entamant une descente dans les années qui suivent et que nous retrouverons plus tard dans des graphiques qui vous seront présentés. Je me suis malgré tout livré un petit exercice que je vous livre. J'ai regardé sur les années 2026, 27, 28, voilà, 26, 27, 28, combien pour chacune de ces années nous avions mis au PPI en 2022, 23, 24, 25 et 26. Je la refais. J'ai regardé pour 2026, 27, 28, combien en 2022, 23, 24 et 25 et donc 26 on avait mis au PPI pour voir un peu les variations, la variabilité en quelque sorte de ces montants. Et donc j'enlève 2022 et 2023 parce qu'on ne chiffrait pas 2028 à ce moment-là, on ne chiffrait que 2027, 26 et 27 en 2022 et 2023, mais depuis 2024, on chiffre dans nos PPI successifs 2026, 27 et 28. Et donc quand on met les chiffres, que je pourrais vous donner si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver, eh bien en 2024, le total sur ces 3 années, c'est-à-dire 26, 27, 28, était de 24 131. Le même exercice, c'est-à-dire 26, 27 plus 28 en 2025, c'est-à-dire dans le PPI 2025, était de 22 912, c'est-à-dire qu'on baissait d'en gros 1,5 million, presque 2 millions. Et en 2026, donc cette année, ben, c'est les chiffres qui se présentent à vous. On a 13 508, on a, je ne vois pas d'ici, c'est 6,3, etc. Donc on est de l'ordre de 24 millions. Alors, on voit finalement, il y a une oscillation de l'ordre de 2 millions sur une vingtaine, ce qui est de l'ordre de 10%. Mais il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus intéressant, qui est assez rassurant finalement, qui est que si vous excluez 2026, qui est une année pic finalement de dépenses telle que présentée, et qui était une année pic aussi lorsque nous l'analysions en PPI les années précédentes, c'est-à-dire en 2024, 25 et 23, eh bien, et vous vous contentez, vous limitez à additionner les chiffres de 2027 et 28, eh bien, là, on voit qu'il y a une grande stabilité, puisque
entre 2000, donc cet exercice-là, je sais que c'est un peu compliqué à faire, mais c'est assez parlant. Si vous considérez les dépenses PPI 2027 plus 2028 telles qu'on les a présentées en 2025, on était à 11,7 millions. Et si vous considérez les dépenses 2027-2028 en PPI cette année, on est de l'ordre de 10 millions, à peu près, presque de l'ordre de 10 et 11. Là, je ne vois pas les chiffres d'ici, 12 millions, 12 millions. Donc on est très proche, donc c'est-à-dire qu'on va vers une stabilisation, en tous les cas en matière de chiffres, des années au-delà de la présente année. Ce qui est quand même bon signe, c'est-à-dire que au-delà de 2026, au sens du PPI, on a des éléments pour faire face, je pense, à de la volatilité additionnelle qui pourrait se présenter dans les années futures. Donc voilà pour ce PPI. S'ensuit la partie recette de ce plan d'investissement qui vous est présenté, qui combine à la fois des cessions, comme on les retrouve habituellement, tant qu'on peut, des subventions, des fonds de concours qui vous sont listés à hauteur de 725 000 euros, où là encore, on voit apparaître quand même des acteurs qui nous aident, comme la région, le département, VGP, le DSIL, qui peut-être seront impactés à leur tour à un moment ou un autre dans le contexte que je rappelais en introduction. Donc 725 000 euros à ce stade du débat d'orientation budgétaire, c'est probablement la meilleure hypothèse qu'on puisse faire à ce jour, mais qui reste à affiner quand même en vigilance des événements futurs. Le contexte de l'endettement vous est présenté comme chaque année résumé dans la planche projetée avec trois emprunts. Trois emprunts, un qui est assez ancien, qui date de 2005, qui vous est présenté à hauteur de 3,8% fixe. Un autre qui est le gros, c'est vraiment l'éléphant dans le couloir, celui-là qui a permis tous les investissements, beaucoup d'investissements, qui était à hauteur de 12 millions et dont nous avons remboursé déjà une partie, presque 800 000 euros qui est un emprunt sur une durée beaucoup plus longue et à un taux plus faible. Et un troisième, revolving, indexé sur le Ribor, qui est en taux variable. Ces trois emprunts varient, donc ça fait un total, en fait, si vous considérez la première ligne des encours, ça fait un total de 15 157 000. Ces montants vont varier dans les années à venir en fonction des engagements contractuels et des charges de remboursement telles que ça vous est présenté. Ce qui est intéressant, c'est surtout, je pense, le deuxième, le graphique qui est en bas, où on voit quand même une énorme marge d'escalier avec la fin des deux emprunts, comme c'est indiqué, souscrits en 2025. Ce sont les deux plus anciens qui seront entièrement remboursés et qui laisseront une charge beaucoup plus basse en fait à supporter quant au remboursement afférent à ce crédit-là, à cet emprunt-là, qui recouvrira cette marge des possibilités d'investissement nouvelles, ce qui ne veut pas dire qu'entre-temps rien ne sera fait, hein, bien entendu, mais probablement, tel qu'on le voit, pas possiblement à la hauteur, en tous les cas, de ce qu'on a fait ces dernières années. Enfin, les éléments d'emploi qui vous sont présentés, reprenant comme on le fait chaque année la répartition des effectifs par catégorie ABC. Par rapport aux années précédentes, des variations qui sont assez faibles dans la globalité, avec quand même des glissements internes de catégories, mais bon, ça n'a pas, c'est un petit impact. C'est un petit impact, comment dire, probablement de masse salariale, mais qui reste à la marge et qu'on verra tout à l'heure. Pour un total donc de 341 agents contre 347 l'année dernière, mais ça fait partie des oscillations normales d'une organisation en mouvement, quoi. Par filière, identiquement aux années précédentes, on vous présente cette répartition selon que l'on parle de la filière animation culturelle, sportive, technique, enfin ce que vous connaissez. Voilà. L'évolution de la masse salariale sur ces 5 dernières années,
sur ces 6 dernières années, incluant 2025, mais encore une fois, modulo l'actualisation au moment du compte administratif, dit CFU dorénavant. À comparer, donc, 2025, provisionnel à 13 098 au chiffre que vous avez peut-être vu furtivement précédemment dans ce qu'on a présenté, qui serait de 13 500 000 en 2026, ce qui représente une augmentation de 3%. Donc différentiel entre l'atterrissage budgétaire tel qu'on en a connaissance aujourd'hui en 2025, 13,088, comparé à 13,5 millions en budget 2026, 3% de différence. Donc on voit que après on voit qu'en fait là aussi il y a certaines oscillations, hein, c'est-à-dire on voit 2021 plus 3,8, 2022 6,3%. Ensuite, on est retombé à 2,5, 2,9, 3,8. Là, peut-être une petite stabilisation probablement, mais là encore, on est soumis aux affres des décisions erratiques de l'État qui peut décider d'autorité des GVT, des indices et de tout ce que vous voulez, évidemment à payer par les autres. Et enfin, la structure de la masse salariale qui vous est présentée. Donc là aussi, c'est un exercice provisionnel dans lequel en fait vous retrouvez la répartition des 13 millions 098 que j'évoquais juste avant, en fonction de voilà toute la nature des dépenses qui sont prises en compte, incluant évidemment toute la fraction des cotisations diverses et variées qui s'empilent dans la partie basse. Et sur la droite, un rappel de ce que sont des éléments variables en quelque sorte, comme la NBI. La NBI, c'est la nouvelle bonification indiciaire. En gros, c'est une part variable en bon français. Des heures supplémentaires aussi, 122 000 euros. L'année dernière, on avait fait 140 000 euros, mais l'année dernière était une année aussi particulière. Et puis, la prime, alors c'est pas une prime de renseignement, la CIA, c'est le complément indemnitaire annuel. Voilà, c'est une autre forme de part variable qui n'a rien à voir avec son acronyme nord-américain. Voilà, monsieur le maire, pour les éléments de ce débat d'orientation budgétaire. Merci, monsieur l'adjoint. Pour ceux qui sont familiers de comptes privés d'entreprise, vous voyez que là, ici, les charges patronales ne représentent que 28% du total, alors que dans les situations patronales, en fait, dans les entreprises, c'est beaucoup plus que cela. Voilà. Y a-t-il, moi, j'aurais quelques remarques, mais je les ferai tout à l'heure. Y a-t-il des demandes de parole sur ce débat d'orientation budgétaire? Je vois une main qui se lève du côté de Monsieur Meheux. Donc, Monsieur Meheux, et après Mme Kennel. Monsieur le maire, mes chers collègues, une fois de plus, les orientations qui nous sont présentées semblent dictées par une forme de continuité prudente. Pour résumer notre analyse, c'est le choix de la gestion plutôt que de l'impulsion. En pratique, nous constatons que des engagements de mandat sont reportés de cycle en cycle, transformant parfois les promesses d'hier en programmes de demain. Le constat est pourtant simple. Viroflay est une ville privilégiée grâce à ses finances saines et à la sociologie de ses habitants. Notre commune aurait dû, durant ce mandat et les précédents, engager une transformation plus audacieuse. Entre 2020 et 2025, notre délai de désendettement était de 3 ans, là où les standards de gestion optimale se situent autour de 8 ans. Contrairement à ce qui est parfois avancé, l'effort d'investissement de ces 2 dernières années n'est pas exceptionnel, il est simplement le rattrapage tardif de ce qu'aurait dû être une gestion dynamique sur le long terme. Nous regrettons que ces investissements se limitent majoritairement à la rénovation de l'existant, sans faire émerger de nouvelles infrastructures ou de nouveaux services structurants pour les Viroflésiens. Aujourd'hui, alors que le contexte national impose des restrictions budgétaires légitimes mais contraignantes, ce levier d'action que nous aurions pu actionner plus tôt nous fait défaut. La gestion en bon père de famille, si elle est vertueuse, ne doit pas devenir un prétexte à l'immobilisme. Nous souhaitons également revenir sur la méthode.
Gouverner, ce n'est pas seulement administrer, c'est aussi faire confiance. Nous regrettons trop souvent une approche marquée par une certaine frilosité, voire une appréhension face au changement. Qu'il s'agisse du budget participatif ou de la mise en place de dispositifs de transition écologique comme le compostage, la réponse de la majorité est trop souvent la même, la crainte de la nuisance ou du désordre. Là où nous voyons une opportunité d'engager les citoyens dans la vie de la cité, vous semblez voir un risque. C'est, à notre sens, une erreur de lecture de notre époque. Les Viroflégiens sont prêts à l'action. C'est parfois l'institution municipale qui semble hésiter à les suivre. De même, nous déplorons la posture de confrontation systématique avec l'État. S'il est de votre rôle de défendre les intérêts de notre commune, le recours récurrent à une critique véhémente de l'action nationale ne saurait tenir lieu de stratégie locale. L'élu républicain est un maillon de la chaîne publique, il ne peut se contenter de pointer les carences d'en haut pour justifier les prudences d'en bas. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour conclure, Viroflay a tout pour réussir. Une situation géographique exceptionnelle, une population engagée et des finances solides. On n'attend pas la même exigence d'une commune en grande difficulté que d'une ville qui dispose de tous les atouts. Viroflay a un devoir d'exemplarité. C'est une ville qui a les moyens de montrer le chemin de la transition et de la démocratie locale, mais cela demande de la hardiesse et une vision qui dépasse la simple gestion comptable. Nous espérons que pour l'avenir, la municipalité saura transformer sa prudence en ambition, peut-être enfin pour être enfin à la hauteur des immenses capacités de notre ville. Merci pour votre attention. Bien, Mme Kennel. C'est- Euh, donc, je voulais souligner que des réponses à nos questions ont été apportées en commission des finances et en particulier sur les détails des recettes fiscales du budget prévisionnel 2025 et prévu au DOP 2026 et nous remercions les services correspondants. Donc, dans le contexte actuel des élections municipales, les projets à venir n'ont pas été présentés et les orientations annoncées ne concernent que la finalisation de ce qui a été engagé. Ceci limite fortement l'exercice et la vision que nous pouvons avoir des investissements à moyen terme. Et par conséquent, nous avons du mal à apporter une analyse pertinente sur ce débat. Le DOP de 2027 sera sans doute plus significatif pour les élus et les habitants. Il est d'autant plus difficile qu'il n'y a toujours pas d'état de l'évolution démographique de notre commune en introduction à cette discussion. Elle nous prive d'un diagnostic sur les attentes et nous empêche de débattre de façon consistante sur la manière d'y répondre. En effet, le débat sur les orientations budgétaires met en regard les moyens dont la ville dispose et les besoins qu'elle doit couvrir. Pour autant, et même si nous ne nions pas les difficultés budgétaires nationales et leurs répercussions sur les collectivités locales et donc sur notre commune, les tableaux budgétaires présentés montrent une certaine prudence. Le contexte électoral accentue sans doute cette prudence, mais la capacité d'autofinancement de la ville est conséquente. Et comme les exercices précédents, et ce qui lui permettrait d'en consacrer une partie à financer largement de nouveaux projets pour le bien collectif. En résumé, je vais faire plus court, mais en résumé, un débat limité par le contexte électoral cette année et une trop grande prudence de notre point de vue. Bien, il ne faut pas se tromper quand même de perspective. Euh, la CAF, la capacité d'autofinancement, est estimée aux alentours de 2,3 millions pour 2026. Jean-Michel Saki l'a redit tout à l'heure, en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça par rapport à d'autres années qu'on a pu connaître, mais néanmoins, elle est en dessous des années qu'on a pu connaître d'un point de vue budgétaire. Sauf que, à l'époque, nous avions un endettement beaucoup moins important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la CAF, c'est l'excédent du fonctionnement, des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de fonctionnement. Mais à un moment donné, cet excédent doit servir aussi au remboursement des emprunts. Donc, quand on n'a pas l'emprunt, eh bien l'excédent, on le consacre à l'investissement ou éventuellement à des nouvelles dépenses de fonctionnement. Quand on a les emprunts, il faut d'abord le consacrer au désendettement. Et c'est ça le problème, en fait. Le problème majeur, c'est le fait que on a, contrairement à ce que M. Meheu et certainement tout son groupe pensent, on a quand même eu 2 années de dinguerie, mais de totale dinguerie, je le dis comme ça en fait, sur la question de l'investissement.
je ne peux pas imaginer qu'on puisse penser que plus de 20 millions, on a pratiquement consacré autant de budget d'investissement en 2025 que de budget de fonctionnement. Trouver une commune qui ait fait ce genre de choix, vous n'en trouverez jamais. C'est qu'on a fait ce choix-là. Cette année, on va continuer à finir de payer donc il y a pratiquement pour 13 millions d'euros d'investissement. Donc en l'occurrence, la frilosité, je ne sais pas où elle est. Et quand on entend dire les promesses d'hier sont des problèmes de demain, ben non, les promesses d'hier, en fait, elles ont été tenues. Durant le mandat, elles ont toutes pratiquement été tenues à aujourd'hui même, en fait. Il y a juste la force qui sera finie en avril. Donc, clairement, je ne sais pas si c'est l'hiver et c'est une forme de léthargie dans laquelle vous avez plongé et qui vous avez fait mettre oui, en léthargie comme une marmotte, mais en l'occurrence, c'est une léthargie de plusieurs années en l'occurrence. Voilà. Donc mettez-vous à jour en fait de ces trucs-là. Mais vous faites partie en fait, d'une association d'élus d'opposition. Renseignez-vous auprès de vos confrères d'opposition. Je pense pas que qui que ce soit puisse dire qu'un tel niveau d'investissement soit du ressort de la frilosité, de l'immobilisme. Je reprends les termes que vous avez dit, hein. Donc je suis effaré d'entendre ça. Et vous avez entendu les réactions autour de la table. C'est effarant d'entendre ce genre de choses, quoi. Donc je ne sais pas si vous le pensez vraiment, si vos autres collègues auprès de vous le pensent réellement aussi. Je les ai pas vus. Bon, ça fait 6 mois qu'elles sont là, donc elles connaissent un peu moins. Mais en l'occurrence, je suis effaré. Enfin, c'est simplement ça. Et donc, effectivement, sur un DOB, et j'en ai fait beaucoup des débats dans l'Assemblée budgétaire, notamment des DOB, en fait, d'année électorale. Très clairement, en fait, une année électorale, et puis même l'année suivante, en fait, il se passe pas grand-chose, et on va pas prendre des engagements spécifiques dans le DOB maintenant, alors que personne n'a encore été élu. Donc clairement, on est sur une année de transition, dans lequel on positionne un certain nombre d'éléments budgétaires qui sont en train de se finir. Et puis, en fait, les autres, on est sur une sorte d'investissement un peu plus courant et qui permet aussi de tenir compte des capacités financières résiduelles de la commune. Donc, une année électorale, clairement, on ne peut pas imaginer avoir plus d'ambition que celles qui sont affichées ici, d'autant que la situation financière s'est largement dégradée, et notamment du fait de l'État. Et quand on dit faut sortir d'une confrontation systématique avec l'État, bah non. Depuis 2000, depuis l'arrivée de François Hollande, donc depuis 2012, l'État n'a eu de cesse que de ponctionner les collectivités locales et les communes pour leur piquer du fric, je le dis tel quel. Et puis au final, pourquoi? Pour avoir une dette de l'État qui ne fait que croître. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque, la DGF sous François Hollande a été divisée par deux à Viroflay. Dans les Yvelines, elle a été divisée par 10 dans les Yvelines. Ce qu'on connaît là actuellement depuis un certain nombre d'années, le bon taux fiscal qu'on peut constater, qu'on constate depuis maintenant 4-5 ans en fait. Ce bon taux, en fait, c'est le sauf qui peut généraliser pour essayer de descendre au niveau des 3% de déficit par rapport au PIB. On en est loin. Là, en l'occurrence, ce truc-là, c'est on pique du fric à tout le monde et les collectivités en font partie. Et donc, le DILICO, heureusement que le Sénat est intervenu, parce que sinon, là, on se prenait encore pratiquement 500 000 euros de plus de prélèvement. La CNRACL, c'est 130 000 euros de plus, donc c'est sur les cotisations de retraite des collectivités locales. La suppression de la compensation pour les établissements industriels et commerciaux, ça, c'est une décision de l'État. Et il y a tout un tas de décisions de l'État et je vois pas comment on peut pas passer sous silence le fait que l'État nous met sous coupe réglée, en l'occurrence, et puis nous donne de temps en temps un petit peu d'argent, en fait, quand il en a, enfin, il en a jamais, mais en l'occurrence, clairement, les décisions de l'État impactent de façon considérable les finances de la ville de Viroflay, et pas que d'elle. Donc, et après, il y a la conjoncture, il y a le fait qu'on a eu Ben voilà, c'est l'exemple même. La conjoncture.
on se casse la gueule. Et donc, il y a une conjoncture qui fait que tu peux l'éteindre, s'il te plaît, là, écrase-le avec ton talon. Écrase-le avec ton talon. Il y a une fenêtre derrière aussi, tu peux l'ouvrir. Et puis, Ça. bon. Il y a une conjoncture, il y a eu le fait qu'on a eu de vraies mutations qui se sont écroulées il y a 2 ans. C'est en train de remonter progressivement, mais on n'est pas encore au niveau qu'on avait pu avoir. Je rajoute une autre chose. On lui dit que l'État, on est dans une confrontation avec l'État. Mais en l'occurrence, vous n'avez pas vu, en fait, vous n'avez pas bien vu, je pense, sur un des slides, mais il y a un endroit sur les autres recettes fiscales où on évoque la taxe d'aménagement. Alors là, parlons-en de la taxe d'aménagement. On a 40 000 euros envisagés pour 2026. On n'a pas rappelé. 40 000 euros. Il y a 2 ans, on avait 350 000 euros de taxe d'aménagement. Et qu'est-ce qui se passe? L'État, je ne sais pas qui exactement, c'est peut-être les députés, ont décidé de changer la règle sur la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est payé par les promoteurs ou ceux qui font un agrandissement, une surélévation, une construction nouvelle. Et donc, en fait, qui est payé, qui avant était payé dans les 12 mois qui suivaient l'attribution du permis de construire. Et donc, il a été décidé, de décaler tout ça, le paiement de la taxe d'aménagement, à la déclaration d'achèvement du chantier, c'est-à-dire largement après que le permis de construire ait été attribué, que les travaux aient été faits, et même en fait, il faut attendre que le promoteur ait décidé de faire sa déclaration d'achèvement du chantier. Donc ça décale de pratiquement 2 à 3 ou 4 années sur l'encaissement de la taxe d'aménagement. Et en plus, l'État a décidé que c'était plus les DDT qui étaient chargés de collecter, mais la DDFiP, la Direction départementale des finances publiques, et qui est complètement larguée sur ce truc-là, et qui a un retard considérable sur les encaissements et les reversements aux collectivités. Donc, ce qui fait qu'on touche peanuts. Alors, j'espère bien qu'il y a une cagnotte qui s'appelle Viroflay à la DDFiP, qui va nous permettre à un moment donné de récupérer ces sommes. Mais pour l'instant, on ne récupère rien du tout, alors que vous avez vu que les constructions se font. Et on continue à construire, donc en fait, et néanmoins, on ne touche rien là-dessus. Et la taxe d'aménagement, elle est là pour faire en sorte de pouvoir faire des aménagements de voiries, de réseaux, de tout ça, en fait, dans le cadre de ces nouvelles constructions. Donc clairement, et je le dis haut et fort, et je suis en totale contradiction avec M. Meheu et le groupe Viroflay-C'est-Vous, je dis haut et fort, l'État nous met dans la mouise depuis des années. Et il le fait sciemment. Voilà. Donc voilà, c'est simplement. Et donc je continuerai ici même, et tous ceux qui seront autour de la table, j'espère en tout cas, continueront à dire que l'État nous met dans la mouise sciemment pour essayer de régler ces problèmes purement budgétaires, sans les régler pour autant. Et c'est ça, à la rigueur, qu'on nous pique du fric et que l'État de la France s'améliore. OK? Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc en fait, on est sur un truc où ben voilà, on voit pas le bout arriver. Et par contre, on voit les incidences sur notre budget. Donc voilà, je m'insurge complètement sur ce qui a pu être dit, annoncé, et sans que vous rougissiez en fait de honte en fait en disant ça. Enfin, je suis effaré. Voilà. Alors puis, l'immobilisme. J'avais lu dans un papier que vous aviez fait que vous avez corrigé. Que vous parliez d'immobilisme, de paresse, de choses comme ça. Ça ressurgit maintenant. Je sais pas bien pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais je suis quand même un peu surpris de voir que vous continuez dans cette veine-là. Voilà. Euh, bon, donc j'attends de voir les élections municipales. Peut-être qu'en fait, il y a des choses qui vont se passer pendant les élections municipales. Parce qu'apparemment, si on gère aussi mal que ça les comptes, il est temps que tout le monde parte de Viroflay, en tout cas, parce que sinon, ça va être la Bérésina. Voilà ce que je voulais dire. Sur la question de l'autofinancement, je le redis aussi, hein, je trouve on prévoit un autofinancement qui n'est pas si ridicule que ça, malgré ce qu'on a pu subir, donc c'est plutôt un truc positif, parce que là aussi, on essaie de faire les efforts nécessaires. Et donc, il y a des choses qu'on va
qu'on ne va pas confier à des entreprises extérieures, qu'on va essayer de faire nous-mêmes, notamment sur la question des espaces verts, pour faire en sorte de pouvoir limiter et utiliser notre personnel de façon encore plus optimale que celle que nous faisions jusqu'à présent, sachant que dans les sujets de verdir une ville, ça nécessite aussi de faire des dépenses de fonctionnement. Il faut entretenir les espaces verts. Et donc là aussi, en fait, c'est une sorte de cercle vicieux, et donc qui est un peu, c'est une quadrature du cercle en fait qu'il faut arriver à résoudre. Donc voilà, voilà, je me suis agacé, mais c'était à bon escient en tout cas. Voilà. Et puis si l'autre chose, Mme Kennel, je vous le dis aussi, c'était une constante de votre groupe. Il y a un excédent, cet excédent, il faut l'utiliser pour faire du fonctionnement. Ma réponse est non. Là, c'est une constante chez moi et dans mon groupe, c'est lorsqu'on a des excédents, on les consacre à l'investissement. Ça, c'est une évidence. Si on commence à consacrer au fonctionnement, ça veut dire que quelque part, on se prive de possibilité d'investir dans Viroflay tel qu'on a pu le faire. Donc, en fait, pour moi, c'est excédent égal, on capitalise et on investit. Sachant que l'investissement génère du fonctionnement. Forcément, quand on crée des nouveaux équipements, ben, il faut les chauffer, il faut les éclairer, il faut les entretenir, faire le ménage. Donc ça génère aussi un petit peu de fonctionnement. Donc clairement, et là je continuerai tant que je pourrai à dire s'il y a des excédents, on les consacre, un, au désendettement et deux, à l'investissement. Et pas à créer des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui ne correspondent pas forcément en plus à des besoins de la population. Parce que la population, vous êtes aussi à l'écoute, nous on est aussi à l'écoute. En fait, il n'y a pas forcément de besoins nouveaux de la population. En tout cas, ce qu'on a pu faire jusqu'à présent permet justement à la population, à mon sens, j'ai l'impression en tout cas, de vivre correctement à Viroflay. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui nous différencient les uns des autres. La prudence, je revendique une forme de prudence. C'est un des principes comptables, vous savez, le principe de prudence. Donc en fait, je revendique la prudence parce que en fait, en matière budgétaire, on n'est jamais certain de ce qui va arriver l'année suivante. La preuve, la RATP, je rappelle, hein, on a voté budget l'année dernière. Un mois après, la RATP nous dit, je vous paye plus les 700 000 euros, et l'État me dit, je vous paye pas non plus les 700 000 euros de compensation de la réduction de 50% de la taxe sur les équipements industriels et commerciaux. Donc clairement, un mois après budget et la DDFiP nous disant généreusement, vous pouvez réunir le conseil municipal pour augmenter les taux de la taxe foncière pour compenser ce manque à gagner si vous le souhaitez. Bon, on l'a pas fait et je m'en réjouis de ne pas l'avoir fait en tout cas. Voilà les réponses que je voulais vous apporter sur vos différentes interventions et sur la présentation qu'a pu faire Jean-Michel Issakidis de ce débat d'orientation budgétaire. Donc ça se clôt, oui, ben voilà. Ça se clôt sur cela. Donc, nous devons prendre acte du fait que ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu. Chacun puisse s'exprimer de façon plus ou moins, plus ou moins. Je ne sais pas comment qualifier parce qu'elles sont très différentes les uns des autres. Chacun puisse s'exprimer pleinement. Et donc, je propose de passer à la délibération suivante. Et il s'agit donc là, on est toujours on est dans le domaine du logement social. Et sur toujours nos efforts en matière de construction, voire d'augmentation de l'offre de logements sociaux sur Viroflay. Et je passe la parole à Jean-Michel Sakhelis pour une demande de garantie d'emprunt pour 7 logements sociaux. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, alors cette délibération est un classique qui demande à la ville de garantir des lignes d'emprunt contractées par Résidence Yvelines Essonne. Je fais une toute petite parenthèse. En fait, cette délibération est en ligne avec ce dont on parlait juste avant. Vous évoquiez la confiance. Les conditions qui nous sont faites sont scandaleuses. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on veut bien faire confiance, mais faut prendre en compte les signes de confiance. La confiance en tant que telle n'existe pas. Et malheureusement, depuis tant d'années, dans ce domaine-là aussi, on est dans des tactiques d'évitement. Hein, on n'a pas des partenaires en face de nous, on a des prédateurs.
L'État est un prédateur des collectivités territoriales. Il faut le prendre en compte. Il faut être naïf pour penser autrement. Donc revenons au sujet. Résidence Yvelines Essonne. Donc 7 logements, 3 PLAI, 4 PLUS, rue Joseph Bertrand. Et il nous est demandé de garantir 2 lignes de crédit, l'une de 232 230 euros pour des logements PLAI et le complément 423 981 pour des logements PLUS, à des taux pour les PLAI indexés à moins 0,2% sur le taux du livret A et pour les PLUS à plus 0,6% au-dessus du taux de livret A. Donc là aussi, donc c'est la banque dite des territoires. Là aussi, vous voyez un peu comment dire, l'état d'esprit des choses, hein. Moins 0,2 sur 230 000, plus 0,6 sur 423 000. Vive bien, quoi. Ces emprunts sont sur 14 ans, donc des durées relativement courtes comparées à d'autres garanties qu'on a données sur des durées folles, 60 ans, 80 ans. On a vu passer des choses, des dingueries incroyables. Et je porte toujours l'attention sur le détail des conditions contractuelles qui sont juste, enfin, je veux dire, spécifiques à ce qui se passe vis-à-vis des collectivités et parfaitement inacceptables partout ailleurs. L'article 16 des garanties, nous engageons dès la première demande de rembourser l'intégralité de tout, à la première défaillance en renonçant à tout principe de discussion. En gros, on fait un chèque en blanc. Pire, l'article 17.2.2 qui, en cas de nantissement des actions de résidence Yvelines Essonne, eh bien, identiquement, nous oblige à tout rembourser. Alors, c'est quoi un nantissement? Ça consiste en fait à mettre en garantie ces actions sur un autre crédit. Donc, ça veut dire que cette boutique, Résidence Yvelines Essonne, pendant 14 ans, si d'aventure ils nantissaient leur capital, leurs actions, eh bien, on pourrait nous tomber dessus. Alors, évidemment, comme on n'est pas au conseil d'administration, on n'est nulle part dans Résidence Yvelines Essonne, on reçoit qu'un compte-rendu annuel, vraisemblablement comme toutes les autres, eh bien, ça serait une mauvaise surprise putative, en tous les cas, qui pourrait nous arriver dans la figure. D'où ce principe de prudence, qui est plus qu'un principe de prudence, c'est un principe de survie. Ouais, il se trouve qu'un des directeurs de Résidence Yvelines Essonne habite Viroflay, donc on le prendra en otage. On prendra en otage le cas échéant, si jamais il envisage de nantir les actions des Résidences Yvelines Essonne. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, la durée, le montant des emprunts, la durée de l'emprunt est significativement moins important du fait que c'est un bâtiment qui appartient à la ville, ce bâtiment, qu'on a confié via un bail emphytéotique, un bail à réhabilitation en fait aux résidences Yvelines Essonne, pour qu'ils puissent le réhabiliter, le mettre en location eux-mêmes, toucher les loyers eux-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, on est dans un cas de figure assez différent du logement social classique. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Dernière délibération, en fait, il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle. Je vais vous la présenter à une association qui s'appelle Passaille. En l'occurrence, c'est dans le cadre du collège Maris-Bastier à Vélizy. Il existe une section qu'on appelle une SECPA. Et cette SECPA, c'est une scolarité en collège qui est un peu adaptée à des élèves qui nécessitent un accompagnement, parfois sur le chemin un peu plus professionnel, j'allais dire. Et cette SECPA a noué des contacts avec le Togo, et plus précisément au Togo, avec un lycée de Togo. Donc, en fait, a des relations privilégiées avec ce lycée. Et donc, ils ont des projets, notamment un projet de voyage au Togo. Et sur les 20 et quelques collégiens de cette section SECPA, il y en a 4 qui sont issus du Viroflay. Même si c'est pas le collège de secteur de Viroflay, néanmoins, on n'a pas de SECPA à Viroflay, donc en fait, ils sont à Vélizy. Et donc, ce projet ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de financements extérieurs. Et donc, les villes de Vélizy, Jouy et Viroflay qui ont des élèves ressortissants de leur commune, donc dans cette SECPA, ont été sollicitées. Et donc, on propose une subvention de
400 euros par élève viroflésien, ce qui fait une subvention exceptionnelle de 1600 euros, versée non pas à la SECPA, mais à l'association Passaille, qui est en charge de ces relations et d'organiser le voyage et le séjour qui se déroule, je crois, en avril, du 8 au 17 avril prochain. Voilà cette proposition de subvention exceptionnelle qui vous est présentée. Mme Gwenola Testo a une petite remarque. Oui, c'était juste pour préciser, ce ne sont pas que des élèves de SECPA qui partent dans ce projet. Il y a quelques élèves de SECPA et des élèves qui sont en quatrième, troisième du collège. En fait, les 4 élèves de Viroflay sont scolarisés dans la SECPA du collège. Absolument. Voilà. D'où le fait que ce soit des collégiens, j'allais dire classiques, si on peut dire ça. Nous n'aurions pas de subvention a priori, parce qu'il s'agit là, effectivement, de la section SECPA et des élèves un peu plus spécifiques. Voilà. Il y a des demandes de parole sur cette délibération. Madame Supercrub. Cité soutient ce projet solidaire. Les subventions pour les classes d'environnement ont été en forte baisse ces dernières années et soutenir ce projet solidaire est très encourageant. Nous souhaitons que tous les collégiens de Viroflay puissent bénéficier d'une telle subvention si d'autres projets se présentaient. Alors clairement, je vous dis non. Là, en l'occurrence, c'est parce que on est dans le cadre d'une SECPA. Le collège a ses propres ressources, donc qui sont fournies par le département et par les parents. Donc et donc la ville n'interviendra pas sur les séjours que pourraient faire les collégiens du collège Jean Racine, très clairement. Par ailleurs, on peut pas dire, Madame Supercrub, que les budgets consacrés aux classes d'environnement est baissé sur les dernières années. Au contraire, parce on est parti de zéro il y a 3 ans pour instaurer un budget de 30 000 euros pour les classes d'environnement en 2024 et qu'on a même étendu aux écoles maternelles en 2025. Donc en fait, on est parti de là pour arriver à ça. Donc en fait, on peut pas dire qu'il y a non mais excusez-moi, je poursuis. On peut pas dire que les budgets classes d'environnement aient été en baisse sur les dernières années. Ça n'est pas vrai. En fait, si on compte avant, il y a 6 ans, là, il y avait un budget assez conséquent pour les classes d'environnement. Et malheureusement, donc, effectivement, vous avez tout arrêté. Et il y a 3 ans, vous les avez remises. Mais le budget n'est pas au même, à la même, oui, au même niveau qu'avant. C'est mieux avant. C'est ce qu'on dit toujours. Hein, donc voilà. Mais en l'occurrence, voilà, il se trouve que et là, clairement, on l'a fait. Vous militiez pour revenir à une subvention à classe d'environnement, ce que nous avons fait. Clairement, peut-être même si elle n'est pas au niveau de ce qui avait pu se faire avant, mais le avant, c'était il y a quelques années quand même. En fait, je tiens à le rappeler. Même Biodel, qui était maire adjointe à l'époque, c'est très bien en fait quelles sont les circonstances qui ont fait qu'on a dû à un moment donné abandonner ce genre de subvention. Biodel. C'est pas tellement ça, mais il faut savoir que depuis quelques années, l'éducation nationale, et je rappelle que les classes d'environnement, c'est une responsabilité et une volonté de l'enseignant dans un cadre de l'éducation nationale. Donc, l'éducation nationale et en particulier les inspecteurs d'éducation nationale ont contraint les enseignants à faire des classes qui soient beaucoup moins chères, on va dire ça comme ça, que ce soit pour la famille, dont ont déjà réduit la durée. C'est une obligation. Et pour qu'un enseignant puisse partir avec sa classe de découverte, il doit soumettre un projet à son inspecteur d'académie, de secteur. Et c'est un des points qui est regardé. Donc, les budgets qui étaient attribués il y a, dans une autre vie, de toute façon, je veux dire, ce qui a été fait il y a 10 ans, où les enfants partaient 12 jours, dans des conditions de luxe, excusez-moi, parce que ça a été le cas parfois, ça ne serait plus faisable, pas du fait de la ville, pas du fait d'un manque de subvention de la ville, mais parce que aujourd'hui, les inspecteurs et l'éducation nationale veut que ça dure 5-6 jours maximum, que ce soit pas plus de temps de frais par jour. Donc toute chose n'est pas comparable. Et pour revenir à la question des collèges, on va se retrouver face à une situation qu'on n'a jamais connue, dans le sens où
Je pense que les projets des collèges, notamment les projets de séjour ailleurs, en fait, à la campagne, à la mer, en fait, peu importe, je pense que ces séjours vont devoir s'arrêter, ni plus ni moins, du fait que les familles ne peuvent pas prendre en charge sur les tarifs qui leur sont demandés le coût des accompagnateurs. Tout ça lié à quoi? Lié au fait qu'il y a quelques années, une association de parents d'élèves qui s'appelle la FCPE avait fait un recours contre je ne sais plus quelle instance, et que ce recours avait été accepté en disant effectivement l'enseignement est gratuit, et donc les parents n'ont pas à payer les accompagnateurs d'une classe d'environnement. Et donc en l'occurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut autofinancer, et l'autofinancement il vient de qui? Ben, il vient du département, mais le département, en fait, il finance le fonctionnement d'un collège. Il ne finance pas la pédagogie. Et les classes d'environnement, les séjours font partie de la pédagogie. Donc, on va se retrouver avec les collèges qui progressivement mangent leurs réserves progressives. Et puis, à un moment donné, ils vont arriver devant un truc où il n'y a plus de réserve. Donc, ils ne feront plus de séjours parce que la FCPE a décidé un jour de mettre les pieds dans le plat et donc d'avoir une forme de jurisprudence ou de réglementation qui fait que ce truc-là. Et je ne manque pas de le dire systématiquement à tous les conseils à les conseils d'administration de collèges dans lesquels je vais, en disant c'est pas du ressort ni de la ville ni du département, c'est du ressort d'une association parentale qui a mis le bordel à un moment donné, alors que tout se passait très bien. Et personne ne réclamait quoi que ce soit. Donc le collège, on y fait des animations dans le collège au moment du temps méridien, parce que c'est important, à notre sens, dans cette période d'adolescence, en fait, qu'on puisse connaître les adolescents qui se trouvent au collège via nos différents services d'animation. Les collégiens, on les retrouve à la MJV, donc en fait, c'est important de pouvoir avoir cette intégration des collégiens dans la ville, et donc en fait, on se met au collège Marronnier sur quelque chose de tout à fait différent. Et j'espère qu'avec le prochain principal, ça pourra fonctionner de la même façon. Voilà, dans tout ça pour une subvention de 1600 euros pour un projet avec le Togo sur un collège qui n'est pas Viroflay, mais quand même pour 3 Viroflaysiens. 4 Viroflaysiens. Et on passe au vote de cette délibération. Il y a été des oppositions, des abstentions, une unanimité. Je vous remercie. En parlant de 4 Viroflaysiens, on me signale que sur la pelouse du Stade de France ce soir, en ce moment même, nous avons 4 enfants de Viroflay qui accompagnent les joueurs de l'équipe de France. Donc, voilà, on vient de les voir. Elle a bien suivi nos débats. Faut rentrer. Donc, voilà, c'est quand même, c'était à signaler. C'est pas les 4 Viroflaysiens de la SECPA, c'est des plus jeunes. C'est des plus jeunes. Voilà, c'était la dernière délibération donc pour ce soir. Je vous rappelle qu'il y aura donc un conseil municipal le 12 mars prochain avec un ordre du jour qui concerne le budget, mais il y aura d'autres délibérations qui sont à prendre avant les élections, parce que sinon après ça reporte à plus tard. Voilà. Donc les autres dates, par contre, ne sont pas encore connues. Elles seront connues le moment venu. Et ce sera adressé aux personnes qui seront directement concernées. J'ai reçu des questions orales, d'abord du groupe Cité et puis du groupe Viroflay, c'est vous. Donc je propose au groupe Cité, c'est Mme Kenneth qui la lit. Voilà, de lire. La question, voilà, oui, monsieur le maire. Nous avons donc une question au sujet du réseau de chaleur de géothermie, dont la mise en service est prévue à Viroflay en 2029. Un certain nombre d'immeubles d'habitation collective sont prévus d'être construits, notamment sur l'avenue du Général Leclerc. Et en ce qui concerne ces futures constructions, comment garantir qu'elles pourront bien bénéficier de cet apport d'énergie renouvelable, donc qui est plus vertueuse, alors qu'à notre connaissance, il n'y a pas de contrainte de chauffage collective inscrite dans le PLU? Merci par avance de votre réponse. Alors, la réponse va être assez simple. Déjà, une information, c'est le fait que le CGIF, en fait, qui est maître d'ouvrage, en fait, pour déléguer cette délégation de service à un industriel, a voté lundi dernier
a désigné l'industriel en question. C'est donc Dalkia qui a été choisi pour développer ce réseau de chaleur, pour faire le puits, les puits et développer le réseau sur une cinquantaine de kilomètres sur les 4 villes concernées. Ça, c'est la première information. Le réseau, en fait, ne sera pas opérationnel totalement en 2029. En fait, il va s'étaler jusqu'en 2031, avec des premiers travaux en 2027, mais ensuite, de façon progressive jusqu'en 2031 pour faire les 50 kilomètres. Sur la question des immeubles, effectivement, les futurs immeubles qui seront construits sur l'avenue, il y a effectivement pour l'instant pas d'obligation dans le PLU. Donc, il faudra effectivement faire une modification du PLU pour intégrer cette obligation future de branchement au réseau de chaleur. Et si la modification de PLU n'a pas été prise entre-temps, c'est une évidence que les discussions seront entreprises avec les promoteurs pour leur dire, regardez, là, dans 3 ans, il y a un réseau de chaleur qui va commencer à passer devant chez vous. Donc, en fait, il faut l'intégrer. Donc, et je pense qu'un promoteur, à partir du moment où il peut dire à ses futurs acquéreurs qu'ils pourront bénéficier d'un chauffage à un tarif qui sera un tarif maîtrisé, contrairement au gaz et à l'électricité, je pense que ça fait partie aussi d'une dimension commerciale évidente et un atout évident en fait pour la commercialisation de ce type de logement. Donc ouais, 2 réponses, une réponse commerciale j'allais dire, et puis une réponse réglementaire qui viendra le moment venu en fait dans une modification du PLU. J'ai répondu à votre question. Merci Madame Quesnel. Et donc la deuxième question que j'ai reçue, c'est donc vérifiez-vous. Ça parle de ressources humaines. Qui la pose Monsieur le maire, mes chers collègues, la liste Viroflexez-vous souhaite aujourd'hui aborder avec vous la question des ressources humaines. Pourriez-vous tout d'abord nous apporter des précisions sur la répartition des emplois dits protégés au sein de la mairie et de ses différents services? Ensuite, concernant les objectifs de recrutement et d'avancement, ont-ils été atteints par rapport aux prévisions initialement établies? En matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, GPEC, quelles sont les projections à 3 ans et à 5 ans? Quels seront les coûts, charges, salaires associés aux embauches, titularisation, avancement, reclassement et départ en retraite? Par ailleurs, notre pyramide des âges sera-t-elle plus équilibrée à l'avenir? Enfin, pour terminer, la nouvelle mutuelle santé proposée aux agents est-elle plus adaptée en termes de garantie et de prise en charge? Répond-elle aux attentes et besoins spécifiques de chacun, qu'ils soient contractuels en CDI, en CDD, titulaires, vacataires, à temps plein et à temps partiel? De plus, serait-il possible de conserver cette mutuelle après le départ effectif de la mairie? Nous vous remercions par avance pour vos réponses. Alors, beaucoup de questions dont certaines, j'ai pas compris la finalité de la question, mais non, moi je vais essayer de vous répondre. Sur les emplois dits protégés, en fait, c'est des emplois qui sont sur les personnes en situation de handicap, en quelque sorte. Nous avons 19 agents concernés. Sur ces 19 agents, il y a 15 femmes et 4 hommes. Et il y en a une femme en catégorie A, 3 femmes en catégorie B, 7 femmes en catégorie C, un homme en catégorie C. Et nous avons au total aussi dans le non titulaire, c'est 7 personnes qui sont concernées dans le non titulaire. Sur les objectifs, alors là, si nous avons atteint nos objectifs de recrutement et d'avancement par rapport aux prévisions initialement établies. Je ne sais pas vous répondre à cette question parce que nous ne fixons pas d'objectif de recrutement particulier. Nous recrutons lorsqu'il y a besoin. Et donc, en fait, les objectifs, en fait, les besoins se font jour au fil de l'eau en fonction des départs. Des personnes nous disent qu'elles sont bonnes parce que elles arrêtent leur contrat. D'autres nous disent qu'elles partent à la retraite, mais dans un horizon de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc oui, on se dit, est-ce qu'il faut les remplacer, pas les remplacer? Donc il n'y a pas d'objectif a priori sur ces questions de recrutement. On le fait si on considère qu'il y a un besoin en termes de remplacement des personnes en question. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que notamment sur la question de la petite enfance, nos objectifs, c'est pas des objectifs de recrutement, les objectifs sont de faire en sorte que nous ayons les personnels nécessaires avec les compétences nécessaires, les formations nécessaires, les diplômes nécessaires pour encadrer les enfants qui leur sont confiés. Et ça, c'est un vrai objectif. Pareil pour les animateurs,
On a un vrai objectif parce qu'en plus il est réglementaire. Et donc là, pour le coup, en fait, on sait que quelqu'un qui s'en va doit être remplacé autant que possible, en fait, par une personne de même qualification. Voilà. Donc là, clairement, sur ces secteurs-là, les objectifs, si tant est qu'il y en ait, sont bien remplis. En matière de la fameuse GPEC, projection à 3 ou 5 ans. Alors là, c'est du domaine de la boule de cristal. Je, je le dis tel quel parce que quand vous demandez quels sont les coûts, charges, salaires associés aux embauches, titularisations, etc., je n'en sais rien. D'autant que l'État décide de son côté, fait d'augmenter le point d'indice, décide d'augmenter les cotisations aux retraites, en fait, décide. Donc là, si vous connaissez quelqu'un à l'État qui est capable de nous dire en fait quelles sont les prévisions à 3 ou 5 ans en termes d'augmentation des charges sociales sur les collectivités locales, eh bien, merci de me donner son numéro de téléphone. Je l'appellerai très rapidement pour que je puisse vous répondre. En tout cas, voilà, je ne peux pas vous répondre. Vous me demandez si notre pyramide des âges sera plus équilibrée à l'avenir. Je ne sais pas ce que veut dire une pyramide des âges plus équilibrée. Est-ce que vous pouvez expliciter ce concept? C'est une déformation professionnelle parce que j'ai travaillé en ressources humaines. Et effectivement, quand on dit dans les effectifs pyramide des âges, c'est par rapport aux hommes aux femmes. Lâchez le micro, lâchez. Et- Baissez-le d'un coup et remontez. Oui. Voilà. Bon, donc c'est au niveau de l'équilibrage entre les hommes et les femmes. Bon, on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de la mairie, ce qui paraît logique, on a plus de femmes en poste que d'hommes. Donc, c'est pas du tout, c'est tout à fait explicite. Mais dans la pyramide des âges, par rapport aux nouvelles entrées et aux sorties, en fait, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un équilibre ou il va y avoir un gros trou à un moment donné entre les départs en retraite et les embauches à venir où l'équilibrage doit se faire. Il y a deux aspects. Il y a une pyramide des genres et une pyramide des âges, si je comprends bien. Si vous parlez homme-femme, là, en l'occurrence, c'est au niveau. Excusez-moi, je vous réponds. Euh, Clairement, il y a des métiers ou des filières où on trouve aucun homme. Ah si, on en a trouvé un il n'y a pas longtemps. Dans les crèches? Dans les crèches. On a 2 hommes dans les crèches sur une soixantaine d'agents. Bon, clairement, on n'arrivera jamais à équilibrer de ce côté-là. Sur d'autres domaines, dans le domaine technique, en fait, on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc clairement, je peux pas vous dire qu'on aura une pyramide des genres ou un équilibrage qui se fera de ce côté-là. Sur la pyramide des âges, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, une pyramide des âges équilibrés. En l'occurrence, lorsqu'on a des fonctionnaires, il y a des personnes titulaires, ces personnes peuvent être là jusqu'à leur retraite. Donc, étant là jusqu'à leur retraite, clairement, tant qu'elles ne partent pas, elles sont là. Et donc, on les remplace pas par des plus jeunes. Donc, il faut attendre qu'elles partent pour savoir si, un, on les remplace, et deux, si on les remplace par les plus jeunes. Et remplacer par les plus jeunes, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve aussi des plus jeunes. Ce qui n'est pas non plus d'une évidence folle. Donc, en fait, clairement, je vous indique que nous n'avons strictement aucun objectif en termes d'équilibrage de la pyramide des âges. La pyramide des âges est un constat. Moi, j'aimerais avoir des jeunes partout. Ils coûtent moins cher que les vieux. Donc, clairement. Et surtout dans les crèches, quand on nous dit attention, votre coût des crèches est beaucoup plus important que dans d'autres collectivités. Oui, mais parce qu'en fait, on a effectivement des personnes qui ont une ancienneté beaucoup plus importante dans nos crèches, bon, ce qui fait qu'on a un coût au final par berceau qui est plus important. Donc, moi, j'aimerais bien avoir plus de jeunes. Ça pose d'autres sujets, hein. Les jeunes sont un peu moins attachés, fidèles à un employeur, hein, je le dis clairement, que ce soit dans le privé, dans le public, hein, c'est pareil. Donc voilà, je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Il faut qu'on fasse une étude sur 20 ans, sur notre pyramide des âges pour savoir si effectivement elle a évolué ou pas. Mais en tout cas, la question de l'équilibre, je peux pas vous dire. C'est un constat, hein. On peut pas la fixer comme étant un objectif, c'est un constat. Voilà. Et puis sur la question de la mutuelle santé, la mutuelle santé, je vous rappelle elle est issue d'une consultation faite par le CIG
et donc en fait qui a en charge la gestion du personnel des collectivités locales de la Grande Couronne. Et donc ils ont fait toute l'analyse nécessaire pour faire en sorte que les réponses qui soient apportées soient les réponses les plus adaptées possibles aux situations des agents municipaux. Et donc à mon sens, si on a décidé de suivre le CIG, c'est parce qu'ils avaient déjà fait le boulot. Donc c'était pas la peine de le refaire nous-mêmes. Et donc, en fait, oui, effectivement, elle est adaptée aux situations. Après, aux situations CDI, CDD, titulaire, vacataire, en fait, ça change rien, puisqu'en fait, elle est adaptée à chaque situation et chacun peut adhérer ou non à cette mutuelle. Et l'autre chose, lorsque des agents partent de la ville, ils peuvent continuer à souscrire à la mutuelle, mais sur leur propre denier. Voilà pour les réponses à vos questions. Voilà, la séance est achevée. Alors, j'ai vu une main qui se levait mais il faut qu'on achève, qu'on finisse complètement cette séance de façon officielle. La séance est levée. Je vous rappelle donc qu'il y a une prochaine séance le 12 mars prochain, c'est encore un jeudi. Et après, quelqu'un fixera le calendrier des séances qui suivront celle du 12 mars. Voilà, une chose aussi que je dois rappeler, c'est que il y a des élections qui se tiennent les 15 et 22 mars et que tous les élus municipaux, quels que soient, il est de leur devoir de contribuer à la tenue des bureaux de vote. Donc tous les conseils municipaux présents ici, et même ceux qui sont absents, sont considérés comme présidents de bureaux titulaires ou suppléants. Voilà. Si quelqu'un décide de s'affranchir de cette règle, il faut qu'il ait des bonnes raisons pour le faire, bien évidemment. Donc, en fait, Vincent Guillon prépare d'arrache-pied en fait l'organisation des bureaux de vote pour faire en sorte que les bureaux puissent être tenus comme il se doit selon les règles en vigueur en France à l'heure actuelle. Voilà, je voulais le rappeler aussi. Donc, cette séance est donc complètement close. Je vois, il est de tradition que nous puissions donner la parole au nombre public. Et donc, je vois Monsieur Vincent Larouturou qui a une question à nous poser depuis 5 minutes. Quand on l'aura fini. C'est-à-dire, elle devrait être achevée au mois d'avril. Et donc, en fait, la date pour l'instant de fin des travaux n'est pas encore fixée. Et donc, la date d'inauguration n'est pas non plus fixée. Voilà, il peut y avoir des aléas. Tout comme j'aurais voulu inaugurer le gymnase des Pré-aux-Bois un petit peu plus tôt, on l'a inauguré une semaine après la date qu'on avait envisagée, donc c'est pas très très grave. Mais en tout cas, ce sera en avril ou mai. Dans le trottoir découpé soit pas correct. On me dit que marcher sur la route, c'est normal, parce que la plupart des trottoirs sont pas corrects pour marcher sur les trottoirs. Alors, très bien, très bien, c'est un constat. Je suis pas tout à fait en phase avec la plupart des trottoirs. Je connais des trottoirs qui ne sont pas en état. Je ne citerai que les rues Chanzy et Lamartine, par exemple, ou la rue Amédée d'Ailly, mais clairement, il y a des trottoirs dont on attend, qui sont dans des rues, dont on attend que les travaux qui s'y passent, notamment de construction, s'achèvent pour pouvoir ensuite, c'est une bonne règle de gestion, pour ensuite faire des travaux de voirie et de trottoirs. Donc vous remarquerez que les trottoirs de la rue Amédée d'Ailly ont été, il y a eu des réseaux qui ont été enfouis ou rénovés. Donc pour l'instant, ils sont un peu patchwork, avec du rouge, du vert, du bleu, enfin non, du rouge et du noir. Et donc quand les travaux de la construction des logements sociaux qui est en train de se faire sur la rue Hippolyte Mastur ont fini, on attaquera ces trucs-là, donc avec des trottoirs qui seront en bon état. Mais je pense que globalement, il y a un nombre de trottoirs dans la rue qui est un nombre de trottoirs praticables qui est beaucoup plus important. Mais je regarderai, Monsieur Larouturou, quand vous marchez sur la rue, je me dirai, est-ce que c'est à cause du trottoir ou pas? Je suis pas persuadé que ce soit à cause du trottoir. Monsieur Ollier a un complément. Non, juste une petite info, c'est que. Non, pardon. Juste une petite info, c'est qu'il y a une campagne de nid de poule en enrobé à chaud
qui a commencé lundi. Alors, il n'a pas eu mardi parce qu'il faisait pas beau, on peut pas le faire. Et il y en a eu, et c'est presque terminé. Et il y a en même temps une campagne d'enrobé à froid qui est faite notamment sur les trottoirs pour les plus petits nids de poules. C'est fait par la régie. Ouais.